merci à vous de nous rejoindre dans le Journal du Foot, une édition exceptionnelle aujourd'hui en duplex depuis Cognac. J'ai le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de répondre toujours présent aux invitations d'i24 News. Aujourd'hui au programme, les scandales qui secouent le monde du football, les matchs truqués en Ligue 2, les gardes à vue des présidents de l'Olympique de Marseille et tout le reste de l'actualité de la planète foot, c'est maintenant. Alors surtout restez avec nous. Alors, monsieur le ministre, je vous propose de regarder un petit sujet récapitulatif de toute cette affaire et puis on va le décrypter ensemble tout de suite après. Journée noire pour le football français. Ce sont plusieurs dizaines de personnes qui ont été arrêtées par la police pour corruption et matchs truqués. Les projecteurs sont braqués sur Marseille, le club 10 fois champion de France et actuel leader de la Ligue 1. Le président Vincent Labrune et ses deux prédécesseurs Jean-Claude Dacier et Pape Diouf ont été placés en garde à vue. Au cœur de ce scandale, le transfert d'André-Pierre Gignac, l'attaquant français parti de Toulouse il y a 4 ans pour poser ses valises au Vélodrome. Les enquêteurs entendent prouver qu'un système de rétrocommission illégale a été utilisé pour rémunérer tous les intermédiaires dans ce transfert. Et si la tempête marseillaise ne suffisait pas, la seconde division de football professionnel est également sous la menace. En cause, une autre équipe du sud de la France, Nîmes, qui aurait acheté plusieurs matchs afin d'assurer son maintien en Ligue 2. Des accusations très graves qui inquiètent la Ligue de football professionnel. Si ces soupçons sont avérés, il s'agit d'une affaire extrêmement grave pour le football français, pour la Ligue de football professionnel organisatrice du championnat et pour moi-même. La corruption ou même le simple soupçon de corruption ou de trucage sont un poison mortel pour notre sport et pour le sport en général. Deux affaires qui viennent jeter un froid dans le paysage footballistique. Alors que le ballon rond se fait une joie d'accueillir le prochain Euro, ce scandale vient ternir la préparation de la compétition. Alors 15 personnes en tout ont été placées en garde à vue à Paris et à Marseille sur l'ordre de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière et l'Office central de la lutte contre le crime organisé. Toutes ces gardes à vue ont été prolongées. Au cœur de l'affaire, le transfert d'André-Pierre Gignac. Monsieur le ministre, c'est la première fois qu'on voit un tel coup de filet. On sait qu'il y a une vraie volonté de moraliser le football français. Est-ce que cette affaire qui éclate, cette affaire énorme, finalement, c'est pas la preuve d'un échec ? Non, parce qu'il faut savoir que par rapport aux deux affaires, ce qu'on peut appeler le dossier de Marseille, il y a une instruction qui a été ouverte depuis 2011. Donc il y a déjà eu des instructions, il y a déjà eu des auditions, les juges d'instruction ont déjà mené leur enquête. Donc la garde à vue, c'est une audition de témoins et s'inscrit dans le cadre de cette procédure d'instruction qui, je vous le dis, a été ouverte depuis 2011. Donc quelque part, j'allais dire, il est normal que tout le monde soit entendu. Je pense simplement qu'il faut qu'on soit très précautionneux. Il s'agit de garde à vue. Pour l'instant, la garde à vue n'est pas terminée. On ne sait pas quelle va être la décision à la suite de cette garde à vue par rapport aux personnes qui sont entendues. Et pensons quand même que le principe de la présomption d'innocence s'applique au moment où on parle. Monsieur le ministre, on a voulu légiférer les mouvements d'argent relatifs au transfert des joueurs. On voit quand même qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Oui, pourtant la France a mis en place des outils. Il y a eu deux lois, la loi du 9 juin 2010, la loi du 1er février 2012, qui notamment a voulu donner beaucoup plus de transparence aux questions des transferts et des indemnités que peuvent toucher les agents de joueurs. Il faut savoir que l'enquête qui est menée à Marseille a l'air, d'après ce qu'on peut lire dans la presse, de concerner des transferts qui avaient lieu avant cette loi. Donc l'idée, c'est quand même de mettre beaucoup plus de transparence. Je crois que c'est nécessaire, mais ça ne concerne pas simplement la France, ça concerne l'Europe. Et je peux vous dire que, pour en avoir parlé avec lui, Michel Platini, le président de l'UEFA, est aussi extrêmement précis et veut arriver à aboutir pour essayer de mettre un peu plus de transparence dans ces questions de transfert et de commission d'agents. C'est vrai qu'on a beaucoup lu dans les médias que le président de l'Union européenne de football, Michel Platini, mène de front cette bataille pour moraliser le foot. En revanche, Sepp Blatter, de son côté, à la Fédération internationale, lui, ne suivrait pas vraiment le mouvement, ou encore plus, il freinerait ce mouvement. Quel est votre sentiment à vous
sur ce point en tout cas? La fédération, la FIFA va plutôt dans un sens de vouloir libéraliser. L'UEFA veut plutôt être dans un sens de régulariser. Moi, je suis plutôt dans le sens qu'il faut régulariser. Je vous le dis, des lois ont déjà été votées pour essayer d'être plus transparent. Par exemple, aujourd'hui, un agent doit déclarer à la cellule Tracfin toutes les sommes, les commissions qu'il doit percevoir afin de déceler si cela est bien dans la régularité. S'il faut aller plus loin, on va y réfléchir. Il y a des idées. Par exemple, de faire transiter toutes les sommes qui concernent les transferts sur un compte qui pourrait être dédié. C'est une idée. Il y en a d'autres. Il faut de toute façon assainir pour plus qu'on ait à avoir de ce genre d'histoire. Alors, ce métier d'agent de joueur, monsieur le ministre, a souvent été controversé. D'ailleurs, l'un des présidents de l'OM arrêté, Pape Diouf, était lui-même agent de joueur. C'est une fonction qui est souvent au cœur des scandales quand même, hein. Oui, mais là encore, je vous le dis, bon, aujourd'hui, pour avoir sa licence, ça va dépendre de la Fédération française, il y a un examen à passer. Bon, il y a des idées pour j'allais dire, peut-être aller encore plus loin dans la transparence. Je sais qu'il y a des parlementaires qui m'ont écrit pour me dire, par exemple, et si chaque joueur, chaque entraîneur devait déclarer l'agent avec lequel il traite pour qu'on ait encore plus de transparence. Donc, vous voyez, je pense que derrière, on va déjà attendre de voir comment cette histoire se termine. Et je crois qu'il faut laisser travailler la justice et la police en totale sérénité. Et puis, s'il faut faire évoluer la législation, je pense qu'il faudra le faire. Bon, allez, autre scandale qui entache le football, une affaire d'achat de matchs présumés en Ligue 2, de nombreuses perquisitions, une dizaine de personnes en garde à vue. Parmi eux, le président de Nîmes, Jean-Marc Conrad, et puis celui du club de Caen, Jean-François Fortin. Au cœur de cette affaire, la rencontre Caen-Nîmes de l'année dernière. Rappelez-vous, Caen était monté en Ligue 1 et Nîmes en Ligue 2, chacun ayant besoin d'un point, c'est-à-dire un match nul. Et cette affaire de match arrangé a mis très en colère le président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thiriet. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Bien évidemment, la Ligue professionnelle et la Fédération française de football, ensemble, se constitueront partie civile pour défendre l'honneur du football. Et si des faits de corruption, de trucage, d'arrangement ou de simples tentatives d'arrangement sont avérés, croyez-moi, les instances de la Ligue prendront les sanctions disciplinaires ou administratives, individuelles ou collectives, qui s'imposent avec la plus grande fermeté. Alors, monsieur le ministre, ces achats de matchs présumés, ça entache quand même beaucoup la réputation du football, hein. Oui, je partage totalement la colère de Frédéric Thiriet, parce que sur ce dossier-là, même si là encore il faut être très précautionneux, on n'est que dans des gardes à vue, on est dans une corruption, une tentative de manipulation qui serait présumée. Au demeurant, on touche à l'éthique du sport. C'est la raison pour laquelle je pense que là aussi il faut laisser faire la police et la justice, mais que si véritablement cela était avéré, je crois qu'il fallait d'une fermeté sans fin, parce qu'on touche vraiment à l'éthique du sport. Mais là encore, bon, pour l'instant, on a très peu d'éléments, et je vous dis, je m'associe simplement à la colère de Frédéric Thiriet. Mais d'autant que ce n'est pas la première fois, hein, pour Jean-Marc Conrad, alors qu'il était président d'Arles-Avignon, il avait déjà été cité dans une affaire de match truqué, c'était lors de la saison 2008-2009. L'histoire, décidément, se répète pour lui, hein. Si vous voulez, là aussi, nous ne sommes pas restés les bras ballants. Il faut savoir, par exemple, que nous avons mis en place l'Argel. L'Argel, vous savez, c'est l'organisme qui est là pour vérifier la régularité des paris en ligne. Donc déjà, l'Argel a vérifié sur les 3 matchs s'il y avait eu des mises suspectes. Incontestablement, il n'y en a pas. Il y a 15 jours, au nom de la France, j'ai signé une convention du Conseil de l'Europe sur le renforcement de la lutte contre les manipulations des compétitions sportives, renforcement entre les États. Donc on essaye de créer les conditions d'éviter ce genre de phénomène. C'est la raison pour laquelle ce sont quand même des cas de situation, là une situation isolée. Laissons faire la justice. Je pense qu'on ne peut pas tirer des conséquences ou même des conclusions tant qu'on n'a pas d'autres informations sur ce qui se passe. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en garde à vue, des présidents de clubs aussi, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Et je vous le dis, on a quand même mis les outils en place. La Ligue nationale de football en a mis aussi de son côté, notamment sur les questions d'éthique dans ces compétitions. Donc on est quand même, j'allais dire, on a
un arsenal juridique qui nous permet de dire quand même que les championnats sont quand même des championnats où l'éthique sportive est respectée. On va laisser ces affaires de côté et puis on va un petit peu parler du sport, du vrai. Les Bleus qui se sont imposés sur la Suède au stade Vélodrome, un match dominé par les tricolores mais avec peu d'action, et c'est finalement grâce à la réalisation de Varane que la France l'emporte après le match contre l'Albanie. Didier Deschamps a tenu à faire le point. On l'écoute. On avait l'objectif de gagner les 2 matchs. On a eu des oppositions un peu différentes. C'est vrai que cette équipe albanaise a été quand même surprenante, très défensive, mais on a eu plus de difficultés à trouver des solutions. Aujourd'hui, on a une équipe suédoise qui a bien défendu aussi, mais on avait plus de mouvement, de vitesse. Après, les choix que j'ai pu faire de système aussi empêchent les joueurs d'avoir des repères. C'est la vérité de 2 matchs, mais le groupe continue à grandir tout en gardant cet objectif à chaque fois. Alors, Monsieur le ministre, quand on parle de cette équipe de France, en général, vous avez le sourire parce que c'est une année qui est plutôt réussie, avec une Coupe du Monde jusqu'en quart de finale. D'ailleurs, vous avez été au Brésil, vous nous avez parlé longuement de cette magnifique expérience. L'Euro qui arrive en France, des jeunes joueurs qui sont très motivés et puis surtout une très bonne entente au sein de l'équipe. Est-ce que vous y croyez en cet effectif ? Vous savez, les choses vont vite, Valérie Pérez. Il y a 1 an quasiment, la France jouait sa survie face à l'Ukraine et son éventuelle qualification pour la Coupe du Monde après une défaite en Ukraine qui avait été assez cinglante. Plus personne ne misait 1 euro sur cette équipe de France, alors qu'il y avait de la valeur, alors qu'il y avait du potentiel, alors qu'il y avait, comme vous le dites, cette jeunesse qui arrivait, qui frappait à la porte. Incontestablement, 1 an après, le bilan est extrêmement positif. Je crois que la France a fait une magnifique Coupe du Monde qui s'est arrêtée au stade de quart de finale en perdant de justesse face aux vainqueurs de la compétition. Et puis c'est vrai qu'il y a la perspective de l'Euro 2016 que la France prépare avec beaucoup d'attention pour que ça soit une grande fête populaire. Et on espère que notre équipe à cette compétition brillera de mille feux et confirmera cette belle année 2014 dont les joueurs français ont été les auteurs. Alors vous venez de parler de l'Euro 2016, et bien figurez-vous que la mascotte de l'Euro 2016 qui va se dérouler en France, je vous le rappelle, a été révélée juste avant le match France-Suède. Il s'agit comme prévu d'un petit garçon dont on ne connaît pas encore le nom. Vous, chers téléspectateurs, si vous voulez voter, vous pouvez le faire sur le site officiel de l'Euro 2016. Alors, il faut choisir entre Driblou, Goalix ou bien Super Victor. Nous serons fixés dimanche. La mascotte, c'est une chose, mais on voit aussi du concret sur le terrain avec des stades qui seront tout beaux. La rénovation du stade Vélodrome, les nouveaux stades de Bordeaux et de Lille. La France sera prête, vous pensez, pour l'Euro 2016 ? C'est pas que je le pense, c'est que je le crois. C'est vrai que la plupart des dossiers aujourd'hui sont en voie de finalisation. Le stade de Vélodrome a été inauguré il y a 1 mois, il est magnifique. Le stade de Bordeaux sera terminé dans les 6 prochains mois. On commence à poser la toiture dans le magnifique stade de Lyon. Le stade de Lens a attaqué sa rénovation. Le stade de Toulouse est en train de terminer. J'allais dire, tous les stades de l'Euro seront véritablement prêts à la fin de l'année 2015, donc ce qui nous laisse une marge. Et j'allais dire que la France avait vraiment besoin de moderniser ses infrastructures, car véritablement, on voit aujourd'hui l'importance de grands stades et de beaux stades. Et je peux vous assurer que nous aurons des magnifiques stades pour accueillir cet Euro. En tous les cas, les Israéliens espèrent participer à cette compétition, car comme vous le savez, ils se sont imposés contre la Bosnie cette semaine à Haïfa, dans le nord d'Israël. Alors, Monsieur le ministre, l'actualité... Ils seront les bienvenus. L'actualité sportive française, alors il y a aussi la Coupe Davis qui se joue ce vendredi. Ça sera à Lille, entre la France et la Suisse. Vous y serez, bien évidemment. Quel plaisir de retrouver nos Bleus à un si haut niveau, hein. Oui, et puis d'ailleurs, ça fait un lien avec votre précédente question. Ça se passera au stade Pierre-Mauroy, qui est la nouvelle enceinte utilisée par le LOSC et qui peut se transformer l'espace d'un week-end en terrain de tennis, où c'est vrai que, il y a des incertitudes concernant l'équipe de Suisse, mais il y a une vraie détermination de l'équipe de France d'emporter cette Coupe Davis. C'est quand même, ça serait formidable pour notre pays. C'est vrai que l'année 2014 aura été vraiment une année formidable pour le sport français,
avec kyrielle de titres de champion d'Europe, de champion du monde, et que si on pouvait terminer cette année avec une victoire de la Coupe Davis, je crois que ça serait une très belle chose. En tout cas, Monsieur le ministre, c'est fini pour aujourd'hui. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. C'est toujours un bonheur. Je voulais profiter de votre antenne pour rendre un hommage à la mémoire d'Alain Gilles, qui est décédé hier. Vous savez qu'Alain Gilles a été un des plus grands, sinon le plus grand basketteur français du XXe siècle. Il a joué à Villeurbanne la plupart de sa carrière et je voulais simplement saluer sa mémoire car il restera à jamais avec son numéro 4 gravé dans l'histoire du sport français, du basket français. Et en tous les cas, i24 News s'associe à vos condoléances que nous envoyons à sa famille. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes sportifs. On se retrouve demain pour encore plus de sport. En attendant, mangez léger et soyez sport. À demain. Au revoir.